I would love to have an Oscar, but that is... Fuck you, Matthew. That's why Jay-Z got your daughter and he ain't giving her back. I literally got the role for Dreamgirls maybe a year or so before it. I did our big jam at our radio station in Chicago, and Destiny's Child was a part of it. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et c'est bientôt la saison des Oscars. Je ne parle pas de Lady Oscar, mais bien sûr de la statuette. Quoique vu qu'on va parler de deux chanteuses, deux femmes, deux actrices, on peut dire que ce sont des Lady Oscar. Lady Oscar. Oui, on va parler de deux chanteuses qui sont peut-être en lice pour la future saison des Oscars. Bien sûr, Jennifer Hudson pour son rôle dans le biopic d'Aretha Franklin. She's a miracle. Comme chacun sait, elle a déjà eu un Oscar, elle a déjà eu un Emmy, elle a déjà eu un Grammy, il lui manque juste le Tony et elle revient déjà pour un possible second. Oh! Et bien sûr, de l'autre côté, il y a sa compère de l'époque de Dreamgirls, de l'époque du premier Oscar, qui elle pourrait être en liste pour sa voix, sa chanson Be Alive, dans le biopic du père des sœurs Williams, à savoir King Richard, joué par Will Smith, et dans la bande originale, on entend Beyoncé. Voir Jennifer Hudson et Beyoncé en liste pour la probable future cérémonie des Oscars, ça m'a rappelé toute l'époque de Dreamgirls, toute la campagne qu'il y avait eu autour du film, qui est désormais devenu un classique, mais qui a crispé beaucoup de choses à l'époque en fait. Tout le monde bien sûr Beyoncé était partie favorite. C'était un peu comme une espèce de 100 mètres avec Usain Bolt loin devant, le moment où il atteint la ligne d'arrivée et là, bam! Stevie de Music Feelings gagne la course. Unbelievable cast. I like to thank the Academy. Definitely have to thank God, yes, again. Comment s'est structurée cette victoire totalement inattendue qui a par ailleurs lancé sa carrière solo? Quelles ont été les erreurs stratégiques commises par l'équipe de Beyoncé qui avait pourtant une immense promo, un immense cachet et pourtant à l'arrivée même pour sa chanson Listen qui a donc gagné le prix de la meilleure chanson originale aux Oscars, Gisèle a été exclue. Elle n'est pas la seule à l'avoir mal vécu. Eddie Murphy aussi, qui jouait un somptueux chanteur des années 60, est aussi un peu passé à côté de sa soirée, ce qu'on a appelé plus tard le Norbit Effect. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Beaucoup d'entre vous, plus de 60% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés. Ça ne vous coûte rien de vous abonner. N'hésitez pas pour ceux qui le font à continuer à participer au Tipeee avec le lien dans la bio. Et c'est le début. Nous sommes à Détroit au milieu des années 50. Aretha Franklin fait ses classes avec sa superstar de pasteur de père. C'est là-bas qu'elle glisse les petits vocals. Stevie Wonder vient de débarquer dans la ville et il glisse son petit piano. Et de l'autre côté, à l'ouest de la ville, il y a deux filles, Diana et Florence Ballard, qui chantent ensemble. Elles adorent le faire pendant que leur petite copine joue à la marelle. Et un jour, elles vont tomber sur une troisième fille qui venait d'arriver dans la ville et qui s'appelait donc Mary Wilson. Il va y avoir une alchimie qui va devenir l'un des groupes les plus importants de toute l'histoire de la musique et peut-être la blueprint de tous les groupes féminins mainstream, à savoir The Supreme. Alors Dreamgirls est à la base une comédie musicale qui s'inspire de l'histoire des Supremes et c'est un peu particulier parce que la plupart des Supremes, quand on leur en parle, elles sont à la fois contentes et malheureuses en même temps. Vous allez comprendre pourquoi. Le truc c'est que l'histoire raconte leur histoire qui est une des plus passionnantes de toute l'histoire de la musique. Il y a plein de drama dans l'histoire des Supremes et il y a plein de trucs stratégiques qui font en sorte que quand vous les voyez, quand vous comprenez leur histoire, vous comprenez aussi très bien l'industrie actuelle en fait. C'est-à-dire qu'elles font partie des piliers et ils se sont inspirés de tout ce qu'il y avait autour d'elles, tous les multiples dramas qu'il y avait dans la formation pour faire une comédie musicale qui va cartonner à Broadway dans les années 80. Avec les personnages de Gina, qui est plus ou moins Diana Ross dans l'idée, parce que c'est la chanteuse mainstream. C'est celle qui va avoir l'aval du producteur et du très très grand public, qui plus tard va dominer toute la structure. Et bien sûr, on a aussi Effie, qui dans le cas présent est plutôt Florence Ballard, très très grande chanteuse. C'était donc l'amie
de Diana au début quand elle chantait là. Sauf que quand le succès va arriver et qu'elles vont connaître toute cette gloire là, on va trouver que le physique de Florence n'était pas vraiment en accord avec ce que le grand public attendait. Et donc elle va être bannie du groupe. Une histoire absolument terrible, j'en avais fait un article sur mon blog. Et elle va mourir dans une pauvreté extrême parce que même si elle avait aidé à créer le groupe, elle n'avait pas le droit d'utiliser le nom Supremes pour pouvoir performer. Florence Ballard, 21, not married, still looking for my baby love. Et en troisième, on a Laurel qui a des similitudes avec Mary Wilson sans vraiment en avoir parce que dans la vraie vie, Mary Wilson va se rebeller contre Diana Ross. Elle va sortir un livre qui est absolument incroyable où elle raconte tous les dessous des histoires et chaque fois dans sa vie qu'elle a pu taper sur Diana Ross, comme je dis souvent dans mes lives, elle tapait en fait. Chaque fois que cette femme a eu l'occasion de taper sur Diana Ross de son vivant, elle lui a tapé dessus. Et d'ailleurs, c'est très triste parce qu'elle était très drôle et elle est décédée récemment, pile au moment où elle a lancé sa chaîne YouTube. Well, this is Black History Month. Yes, indeed, it is. And I am just so... Dans le film, le groupe s'appelle The Dreamettes. Elles sont gérées par un producteur qui s'appelle Don Curtis et qui ressemble trait pour trait dans l'idée et dans la manière dont il est pensé à Berry Gordy, qui était donc le producteur de la Motown et qui plus tard va lui aussi avoir une relation avec Diana Ross de la même façon que Curtis va avoir une relation avec Gina. That's my dream. Pareil, les pochettes de plusieurs albums du groupe dans le film sont en fait des reproductions à l'identique de plusieurs albums de Diana Ross and the Supremes, comme celle-ci ou encore celle-ci. Et bien sûr, le rôle du chanteur très fringant, un peu politiquement engagé et tout ça là, est un peu un mix de plusieurs chanteurs de la Motown, à savoir Smokey Robinson ou encore Marvin Gaye, qui résume un peu la place de ce fameux James Early. C'est donc ce cocktail-là qui va plaire à beaucoup de gens, sauf qu'il n'est pas conforme à la réalité sous plusieurs aspects, et notamment le principal, à savoir le personnage de Effie, qui est donc censé être Florence Ballard. Dans la vraie vie, je vous l'ai dit, Florence Ballard meurt démunie, sans pouvoir utiliser le nom Supreme. Elle décède dans l'indifférence totale. Dans le film, Effie revient, prend sa revanche et elle exulte. Après le succès de Dreamgirls à Broadway, le projet va rester dans les carcans pendant plus de 20 ans. Au début, le producteur ne veut pas trop dénaturaliser ça au cinéma. Plus tard, ils ont un peu peur d'adapter une comédie musicale comme ça. Et finalement, le succès du film Chicago, avec la superbe prestation de Catherine Zeta-Jones, va tout décanter. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire, ils reprennent le projet, et bien sûr, comme c'est un projet musical, ils appellent les labels, ils appellent notamment Sony Music, et bien sûr, vous savez qu'à Sony Music, au département de la musique urbaine à l'époque, qui dirige Matthew Knowles. Energy that she gives is undeniable, and that's what makes her special as a performer. Et Matthew et sa fille ont un plan depuis le début, à savoir que Beyoncé, bien sûr que c'est une bonne chanteuse, bien sûr que c'est une bonne performeuse, mais elle veut aussi montrer qu'elle a des talents d'actrice. C'est-à-dire qu'elle dit dans plusieurs interviews que son rêve, c'est d'avoir le fameux Oscar. Elle fait cette classe dans plusieurs films, notamment son hip-hop opéra. Prince don't really care about your frontal. Ou encore chez Austin Powers, où elle va quand même gagner 6,5 millions de dollars. C'est-à-dire qu'elle a des petits rôles par-ci par-là, mais dans leur esprit, bien sûr, la famille Knowles veut le grand chelem, le grand prix, et c'est à partir de là qu'il va se produire quelque chose d'assez particulier. Certes, ils connaissent le film, certes, ils ont le scénario, certes, certains d'entre eux l'ont même déjà vu plusieurs fois à Broadway, mais ils vont décider de le vendre différemment. Dès que Beyoncé va signer, elle va signer l'un des plus gros contrats pour une actrice noire de l'époque. Elle va être payée 12,5 millions de dollars alors qu'elle n'est pas actrice de base parce qu'il mise énormément sur elle. Comme il mise énormément sur elle, son manager de pair est aussi sur le devant et il est même au devant pour les personnes qui sont censées recruter les autres actrices et chanteuses du film. C'est donc comme ça que plusieurs d'entre elles vont passer le casting. D'abord, Fantasia va venir et vous savez que bon, dès qu'elle arrive, elle enlève les chaussures. On va aussi avoir Lady C. Et on va aussi avoir Jaguar Wright.
Oui, là on a 3 poids lourds vocales qui sont plus ou moins connus du game, même si elles n'ont pas encore explosé, elles sont plus ou moins connues du game, mais elles n'ont pas été prises. Et selon Jaguar Wright elle-même, elles n'ont pas été prises non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que Matthew faisait très attention à savoir qui pourrait faire de l'ombre à Beyoncé. Bill Condon wanted me for that role, Jennifer, and you know it. Just like he wanted Lettucey. And not once did you ever acknowledge us because you know that Matthew Knowles had us blocked because he wanted Beyonce to be the star. And the only reason people like me and Lettucey never made a big deal about the fact that we were not allowed to be in Dreamgirls was because you got the role. Me and Letty talked about it. We were actually happy that someone with talent shined. They picked you because you lost on American Idol, Jennifer. That's why Matthew Knowles approved you. That was supposed to be Beyonce's Oscar. That's all anybody could talk about. And you stole the show. Just like I stole the show on Unplugged, which is why I was told that I could not be a part of Dreamgirls. Et c'est donc là qu'intervient la fameuse Jennifer Hudson. Moi, j'ai regardé la 3e saison de American Idol et je dois avouer que Jennifer Hudson ne faisait pas partie de mes favorites. C'est-à-dire que je trouvais qu'elle chantait bien, mais j'étais plutôt de la team George Huff ou encore celle qui a été totalement oubliée, à savoir la Toya London. Jennifer arrive donc là après avoir été éliminée de la compétition et il n'y a eu rien après comme il n'y avait rien avant en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment soutenue par l'industrie, c'est vraiment son premier grand rôle, c'est sa première apparition sur le grand écran et elle va donc interpréter cette Effie avec tout ce qu'elle avait en elle, sauf que quand le film sort, il n'y a rien sur elle. C'est-à-dire que même dans la bande originale, le trailer officiel de Dreamgirls, vous ne trouvez aucune mention de Jennifer Hudson. Tout est principalement misé sur Beyoncé et c'est le paradoxe, à savoir que dans l'histoire originale, c'est le personnage de Effie qui tient un rôle central et mieux encore, dans la comédie musicale à Broadway, c'est elle qui a explosé tout sous les traits de la chanteuse et actrice Jennifer Holliday. Mais là, nous sommes en 2006 et Beyoncé est mise en avant pour 3 raisons. La première, c'est que effectivement, c'est une star. Tout le monde la connaît, la presse parle d'elle, c'est pas pour rien qu'on la paye plus de 12 millions de dollars. On sait qu'elle va attirer du monde, les gens vont aller voir parce que c'est Beyoncé et en plus ce film-là a coûté plus de 80 millions de dollars. À l'époque, c'est très rare pour un film où le casting est principalement composé d'Afro-Américains d'avoir un film qui coûte aussi cher. Donc de fait, ils tiennent à ce que ça rapporte et que ça rapporte au maximum. Et le nom de Beyoncé est censé aider en ça. La seconde raison, c'est bien sûr le personnage de Beyoncé, à savoir Gina, qui rappelle donc Diana Ross. Autant les autres sont un peu moins connus du grand public, autant là, on reprend plusieurs fois Diana Ross dans le mimétisme. Et Diana Ross, c'est bien sûr la pop star, une des femmes qui a le plus vendu dans l'industrie des disques, donc c'est plus facile de faire un lien entre Beyoncé et Diana Ross auprès du grand public parce qu'ils connaissent déjà Diana Ross et qu'elle est fatalement aussi, et c'est même le centre de l'histoire, plus marketable, une plus grande audience en fait. C'est-à-dire que même au niveau du physique, c'est plus facile à vendre auprès du très grand public et c'est en ça que ce second argument rejoint le premier. Et la troisième, c'est bien sûr Beyoncé et son père qui veulent ce fameux Oscar et qui ne reculent devant rien comme Cortex et Minus, c'est-à-dire que la promo est magistrale, on la voit absolument partout, de telle sorte que la plupart des gens qui vont voir ce film pensent aller voir un film où Beyoncé est l'actrice principale. Et de l'autre côté, Jennifer Hudson est vraiment tout en bas et les premières apparitions de Jennifer Hudson pour les premières diffusions du film se font dans des petites salles où on paye 25 $ pour la voir. En mode, tu parles à la fin du film, tu remercies et on passe à autre chose. Et pour ceux qui l'ont vécu, on a tout le buzz autour de Beyoncé. On est même presque quasiment sûr que cette fois, elle va gagner l'Oscar. Et il va finalement y avoir le fameux moment au Festival de Cannes qui va entraîner un shift. C'est-à-dire que le film aura une standing ovation et quand les gens vont en sortir, au lieu de parler de Beyoncé, ils vont principalement parler de la fille dans le film là, celle qui ne connaissait pas, qui s'appelait donc Jennifer Hudson. On va commencer à avoir son nom qui court dans la presse et petit à petit ce qui va se produire, c'est que plus le buzz autour de Jennifer Hudson va monter, plus celui de Beyoncé va s'affaisser. Et ce n'était tellement pas prévu qu'ils avaient fait venir
plusieurs des anciens acteurs de la comédie musicale dans le film, plusieurs des anciens acteurs de la comédie musicale pour aider dans la promo, mais ils n'avaient pas pensé à l'actrice principale, à savoir Jennifer Holliday, parce qu'on se disait que bon, ça va pas être utile pour le moment. Même Diana Ross avait reçu un coup de fil de leur part pour lui demander est-ce qu'elle veut bien participer à la promo, ce qu'elle a refusé, mais dans le même temps, elle est quand même venue un peu à American Idol pour montrer que bon, je sors mon album, qui est fou. Mais personne ne va penser à faire revenir la première, celle qui avait incarné Effie, pour pouvoir booster la promo, parce que ce n'était pas prévu. Tout ce marketing un peu bizarroïde va bien fonctionner parce que le film va rapporter, les gens vont aller le voir en salle, mais pour Beyoncé principalement, ça va avoir une sorte de contre-coup. C'est-à-dire que les gens vont voir le film parce qu'on leur dit que c'est l'actrice principale, c'est elle qui porte le truc, et quand ils en sortent dans la tête, ils ont un autre nom parce que le film est plus centré sur l'autre et qu'elle est fatalement plus charismatique. C'est comme quand un artiste te vend son meilleur single, il fait toute la promo et tout, et au final, bon, tu arrives, tu écoutes et tu te rends compte qu'il ne chante que quelques interludes. Oui, J-Lo et Britney savent de quoi on parle. Et c'est là qu'elle va se justifier dans plusieurs magazines, notamment dans People Magazine, en disant que tout le monde pense qu'elle est jalouse de Jennifer Hudson alors qu'elle ne l'est pas du tout et qu'elle a toujours su depuis le départ qu'en réalité le personnage de Gina était peut-être un peu moins important que celui de Effie. Et là les gens vont lui dire non, c'est pas vrai, c'est juste parce qu'elle t'a battu, parce que si vous aviez pensé depuis le départ que son personnage à elle était plus important ou alors mieux joué que le tien, vous l'auriez fait savoir dans les catégories. Et c'est peut-être là le piège et la grosse erreur de l'histoire, à savoir que Beyoncé était envoyée dans les cérémonies en tant que meilleure actrice féminine et Jennifer Hudson était retenue en tant que meilleur second rôle. Et le switch total s'est fait le soir des Golden Globes parce que c'est ce soir-là que Jennifer Hudson a été sacrée meilleur second rôle. One more thing, I just want to dedicate this award to a lady who never really got a fair chance. Beyoncé était rentrée bredouille et sans grande surprise, le soir des Oscars, encore une fois, Jennifer Hudson est repartie avec la statuette. Oh my God, unbelievable cast. I like to thank the Academy. Definitely have to thank God, yes, again. En fait, pour moi, le vrai souci, c'est que Matthew Knowles a pensé que Dreamgirls, c'était Destiny Child. Et il a appliqué le même marketing. À savoir qu'on va voir Beyoncé, et on va tellement voir Beyoncé qu'on ne va retenir que Beyoncé. Et les autres, ce sont des pots de fleurs. Or, dans Dreamgirls, même les gens qui aiment bien Beyoncé ont eu le temps de voir le film. C'est-à-dire qu'un film, c'est 1h30, c'est pas 4 minutes. Dans 4 minutes, bon, voilà, tu écoutes, tu oublies. Là, tu vois tout un film, tu vois toute une histoire. Donc, de fait, la plupart d'entre eux, même en aimant Beyoncé, ont eu le temps de voir que en fait l'histoire n'était pas totalement centrée sur elle, même si elle a un rôle très intéressant. Le rôle le plus prépondérant était celui de Effie, et peut-être que si on l'avait inversé dans la promo, on les mettait toutes les deux pendant toute la promo et on mettait Jennifer Hudson en rôle principal et Beyoncé en rôle secondaire, ça aurait été un avantage pour Beyoncé vers l'Oscar parce que sa position correspond plus à un second rôle qu'en actrice principale. Et d'ailleurs dans ces Oscars là, elle n'a pas non plus eu de chance en termes de musique parce que même si Listen était donc la chanson censée porter le film et promu partout, en fait, elle s'est un peu moins bien classée au Billboard que la reprise de Jennifer Hudson du I'm Telling You I'm Not Going. Et pire encore, le titre a réussi à gagner l'Oscar de la meilleure chanson originale. Sauf qu'ils ont exclu Beyoncé, à savoir qu'il y avait 4 paroliers. Beyoncé, bon, on se connaît, hein. Beyoncé étant la 4e parolière, bon, qu'on rajoute après l'écriture de la chanson là, elle avait moins de droits que les 3 principaux paroliers. La règle aux Oscars à l'époque était de dire que les chansons, il y a 20 paroliers là, c'est pas pour nous. On prend les 3 principaux paroliers de la chanson et le reste on s'en fout. Et donc de fait, Listen a gagné le prix de la meilleure chanson aux Oscars, mais Beyoncé en tant que parolière, dont l'apport fut jugé minime, n'a pas été récompensée. But thanks to a rule change from the Academy, she's not eligible for an Oscar. Elle n'est toutefois pas la seule à avoir été déçue par ces Oscars-là. Eddie Murphy aussi, dans le rôle de ce superbe chanteur des années 60, fut déçu. La presse l'a acclamé. Il était partant pour avoir son Oscar. Il a passé les Golden Globes et tout le monde le voyait déjà faire son grand comeback sur la scène. Sauf que ce soir-là, il n'a pas gagné. Il est entré dans une colère noire qui ne fut pas filmée, mais qui a été documentée par plusieurs personnes assistant aux Oscars. Eddie Murphy était noir de rage. Et c'est ce qu'on a appelé le Norbit Effect. C'est-à-dire que pour tout le monde, il était censé gagner. Il allait gagner, mais il n'aurait pas gagné parce que entre le moment où il a été acclamé pour Dreamgirls, il a sorti un autre film qui s'appelait donc Norbit. Et le film a été tellement
incendié par la presse américaine qu'au moment où il arrive aux Oscars, il n'a plus du tout un bon buzz et c'est donc sur ça qu'il perd, mais pas sur sa prestation réelle à Dreamgirls. Pathétique! Depuis, cet effet est contrôlé par plusieurs acteurs et actrices qui s'assurent de ne pas avoir un navet ou un film trop mal critiqué par la presse quand tu as un très bon buzz pour avoir ton petit Oscar. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui revenait sur tout le buzz qu'il y a eu autour de Dreamgirls. Déjà, est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimiez pas? Est-ce que vous comprenez ce qu'on a dit sur les différents personnages, Effie, Dina ou encore Laurel? Quel était votre personnage préféré? Parce que je trouve aussi que Laurel est un peu ignoré, mais son personnage aussi est très important et très bien joué. Dites-moi, quel était le personnage qui vous a le plus marqué? Est-ce que Jennifer Hudson méritait son Oscar? Est-ce que Beyoncé méritait cet Oscar-là pour ce rôle-là? Ou alors, que pensez-vous de mon avis de dire qu'ils auraient dû intervertir les rôles et faire en sorte que Beyoncé passe en tant que second rôle et Jennifer Hudson en tant qu'actrice principale? Je pense que pour le coup, ils ont un peu vu plus gros que le ventre et ils ont aussi tout perdu. Que pensez-vous aussi de la théorie de Jaguar Wright qui dit que en fait Matthew Knowles a donc refusé les DC, refusé Fantasia et elle-même parce qu'elles avaient plus ou moins des petits noms dans le game et il s'est assuré d'avoir Jennifer Hudson pour être sûr que comme elle n'était pas très connue, elle n'allait pas déstabiliser Beyoncé. Et au final, malgré tout, c'est ce qui s'est passé. Because I embarrassed Mary J. Blige and I wasn't going to embarrass Beyoncé. That's what you said, Matthew Knowles. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Dites-moi tout dans les commentaires. Je viendrai très certainement pour vous donner mon avis sur le biopic d'Aretha Franklin. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que Beyoncé a ses chances pour les futurs Oscars? Que pensez-vous de cette histoire au général? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.